Chérif Guémour, la nostalgie est-elle une maladie grave? Non. Non, la nostalgie, c'est les bons souvenirs. C'est des bons souvenirs qui remontent à la surface. Les premières émotions, bah, surtout en foot, parce que c'est de ça qu'on va parler. Donc, à part quand on est un vieux con, puis qu'on commence à dire que le foot c'était mieux avant, il y avait plus de stars, ça jouait mieux. Non, non, pas de nostalgie. Il y a eu des super matchs dans le passé, il y a eu des super joueurs. C'est valable aussi aujourd'hui. Donc, le ballon continue de rouler. Alors aujourd'hui, on s'est rencontrés pour parler d'un livre qui nous parle des années 70, un livre de SoFoot, hein, dont tu es un journaliste quasiment fondateur, hein, tu es là depuis Ouais, le j'étais là début. depuis le début, ouais. Tu là depuis le début. Ce livre, c'est Football Total, Napalm et Poteau Carré. Moi, justement, je pensais que c'était un livre de nostalgiques fait pour des nostalgiques. Non, ça peut pas être de la nostalgie parce que la plupart des gens qui écrivent à SoFoot, c'est un ouvrage collectif, hein, on l'a fait à plusieurs. Ça peut pas être dans la nostalgie parce que la plupart des contributeurs, puis même dans l'équipe SoFoot en général, c'est des gens qui, pour la plupart, sont nés soit à la fin des années 70, dans les années 80, donc ils n'ont pas connu les années 70. Est-ce que justement les années 70, c'est un petit peu ça, l'esprit SoFoot, un peu, parce que les années 70, c'est un peu l'adolescence du monde moderne. Ouais. Est-ce que vous avez gardé un peu cette empreinte chez SoFoot? Ouais, parce que les années 70, c'est très marqué par les interférences entre le foot et avec l'aspect purement sportif, c'est-à-dire les innovations tactiques avec le football total, la fin du catenaccio, la mise en place de certains systèmes qui ont pratiquement dominé toute la décennie, comme le 4-3-3, ce genre de choses et tout. Et à côté, il y a eu d'autres phénomènes culturels, politiques, qui s'imbriquent vraiment dans l'actualité foot. Et surtout, c'est une époque qui marque son époque parce qu'elle marque une génération, des jeunes gens, des comportements, aussi bien dans le look, l'attitude. Et puis, je dirais qu'il y avait peut-être une plus grande richesse de personnalité, de caractère, de joueurs, des vraies personnalités, quoi. Donc, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, quoi. À part Zlatan, qui vraiment défraie la chronique, qui est vraiment à part, et tout, c'est très très aseptisé aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, il y avait des types comme Breitner, par exemple, dont on parle dans le livre, Pour le Breitner, ouais. footballeur allemand, qui lui avait des convictions politiques, je dirais, d'extrême gauche, maoïste. Tu avais des mecs comme Rocheteau qui s'impliquaient un peu dans la politique vis-à-vis du boycott dans la Coupe du Monde 78. Et puis après, tu avais des joueurs hors normes parce qu'ils avaient une personnalité iconique comme Cruyff, Beckenbauer, Keegan, Liverpool, donc les Beatles, le Un rock. football assez engagé finalement. Un football qui n'avait pas sa langue dans sa poche, et puis surtout qui n'était pas dans l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on commence à gagner du fric, donc on commençait aussi un peu à flamber, ce qui n'était pas le cas dans les années 60, où c'est beaucoup plus familial, beaucoup plus dans la retenue, plus strict dans la dégaine, dans le look, dans la coupe de cheveux et tout. Les années 70, c'est un peu plus libertaire, je dirais. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Les années 70, c'est la découverte du football en couleur, avec la télévision couleur. Ouais. C'est une grande innovation. Ouais. Est-ce que justement, c'est l'arrivée de la télévision couleur, est-ce que cette couleur a contribué à faire la promotion du beau football? Parce qu'on Ouais. on a assisté par exemple à un Pelé qui est plus beau à voir en couleur qu'en noir et blanc finalement. Ouais, ouais, alors la grosse explosion, c'est pratiquement simultané. C'est la Coupe du Monde 70 au Mexique. Et là, on voit vraiment une image qui pète. Alors, il y avait déjà eu des images en couleur dans les années 60. Il y a pas mal de matchs, par exemple de la Coupe du Monde 66, qui ont été filmés en couleur. Enfin, diffusés, je ne sais pas, mais au moins filmés. Et là, à partir des années 70, coup sur coup, donc on a la Coupe du Monde 70. Et l'explosion de la couleur, c'est aussi la couleur de peau. C'est qu'avant, bah, c'est noir et blanc, donc on voit le Brésil 58, bon, on sait que c'est métissé, tout ça, tout. Là, on voit vraiment
La couleur de peau, c'est les Brésiliens en 70, c'est le Zaïre en 74. Donc c'est aussi l'irruption de l'Afrique, du football noir qu'on connaissait un peu avant, mais là qu'on voit vraiment. Et puis après toute la mosaïque de couleurs des peuples, hein, c'est-à-dire voilà, les Péruviens en 70, les Mexicains et tout. Puis après, à la fin des années 70, à la Coupe du Monde 78, on commence à avoir des Asiatiques. Il y a l'Iran, il y a la Corée du Sud et tout, même si la Corée n'était pas en Coupe du Monde. Hein, mais il y a... Quand on parle de couleur, c'est la couleur qui pète à l'écran, mais qui pète aussi, je veux dire, au niveau du métissage, des nouveaux venus dans la cour des grands, parce qu'avant, bon, ils étaient un peu tenus à l'écart. Donc il y a ça. Et puis il y a il y a la finale de Ligue des Champions, la première qui est en couleur, je crois que c'est celle de 71. Ça tombe bien, ça tombe avec la première victoire de l'Ajax. Et là, c'est pareil. Il y a les couleurs qui pètent parce qu'ils arrivent avec leur maillot. On découvre la couleur du maillot. La couleur du maillot, et surtout, comme tu disais, ça met en valeur aussi le beau football. Parce que voir le Brésil 70, c'est une féerie, et voir l'Ajax 71, c'est une féerie aussi. Parce que la couleur apporte le mouvement. Le noir et blanc, on peut penser, ouais, que ça fige l'image, parce que tout est en noir et blanc. Le public est en noir et blanc, la pelouse est en noir et blanc, les maillots sont en noir et blanc. Là, avec la couleur, on voit le mouvement. C'est-à-dire que sur une belle herbe verte, on voit le balai de l'Ajax, le balai des maillots blancs et rouges, et avec le Brésil, on voit pareil la même féerie, mais là en couleur. Et en plus, très important, c'est qu'en 70, le Brésil, il joue avec un maillot jaune, mais un jaune d'or. Erzino, faced by Paquetti. Oh, it's not a bad ball for Pele on the right side. It's Carlos Alberto. And what a great goal that was! Carlos Alberto. Justement, une couleur qui ressort beaucoup, parce que dans ce livre, il y a vraiment des photos d'époque où on voit vraiment que justement la découverte de la couleur a mis en avant des couleurs très flashy, notamment celle du orange. Ouais. Hein, celle que vous avez mis en couverture, qui ouais. va très bien avec le maillot du Johan Cruyff. Ouais. Finalement, la couleur orange a été mise en avant et a mis en avant un homme, Johan Cruyff. Ouais. C'est l'homme clé des années 70. Ouais, bah c'est la nouvelle couleur des années 70, c'est le orange, parce que le orange, en fait, il va s'immiscer dans la hiérarchie des autres couleurs. Parce qu'avant, on avait le blanc des Allemands, et aussi le blanc des Anglais, mais les Anglais jouaient sur deux tons, ils jouaient soit sur le maillot rouge, soit le maillot blanc. Donc voilà, ça c'est l'Angleterre, deux tons. Tu avais l'Espagne avec la roja, le maillot rouge, tu avais le Brésil au jaune d'or, l'Italie évidemment... azur, c'est le bleu azur. La Russie, l'URSS avec un maillot rouge. Donc, tu avais vraiment des spécificités. C'est là qu'on a commencé à dire allez les bleus, allez les verts. Un peu, ouais. Les verts, c'est carrément ça, ouais. Mais ça, là, on parle de club. Et donc, il y avait une hiérarchie des couleurs qui appartenait en fait à l'élite du football mondial au niveau des grandes équipes. Et là, il y a une nouvelle couleur qui arrive, et c'est l'orange. L'orange avec les Hollandais, donc un mix des joueurs de l'Ajax et des joueurs du PSV et surtout du Feyenoord. Et c'est ça justement qui est bien dans les années 70, une fois de plus, c'est la multiplicité, c'est la diversité, la multiplicité des sensibilités. C'est-à-dire il y a un nouveau football qui arrive, un nouvel état d'esprit, et qui arrive, et qui en plus qui est marqué par une couleur, qui est marqué par cette couleur orange. Alors justement, tu nous parlais d'un style de jeu qui est né dans les années 70, avec fin des années 60, début 70, avec Johan Cruyff, ouais. Qui naît de la fusion avec sa rencontre avec Rinus Michel ouais, à l'Ajax, ouais. Le football total. Ouais. Est-ce que le football total finalement était un peu le reflet d'une société qui accélérait, dans ses modes de vie, dans sa façon de faire? Ouais, mais une accélération exponentielle, parce qu'en fait, il y avait une première accélération, c'est ça qui est génial dans les années 70, c'est que les années 70, elles commencent déjà avec la Coupe du Monde au Mexique, avec le Brésil. Et là, on atteint la perfection, on croit atteindre la perfection. On se dit, bah voilà, les Brésiliens, ils ont porté le football tellement haut qu'on fera jamais mieux, le Brésil, c'est l'avenir... Brésil is beautiful, puis voilà, c'est eux, ils possèdent la science du football, il y a une télépathie qu'on ne peut pas comprendre, qui ramène à la culture noire, qu'on retrouve un peu dans le jazz, l'improvisation et tout, et puis le côté un peu tropical, c'est-à-dire que il y a la danse qui est mêlée, il y a la
capoeira, l'art martial, tout. Il y a vraiment, c'est un tout. Et en plus, c'est une nation jeune. Donc, l'avenir, c'est une nation jeune, métissée, qui danse, qui chante, qui est optimiste par rapport à la vieille Europe, tu vois. Et bim, même pas une année après, c'est-à-dire en 71, une autre révolution qui porte le football encore plus haut. Et là, ça vient carrément des brumes du Nord, dans l'Europe du Nord, Amsterdam, d'un pays qui n'existait pas avant sur la carte du football. Et c'est les Hollandais, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est les Pays-Bas. Tout petit pays et tout, avec un club qui révolutionne le foot. Et une fois de plus, hein, qui accélère encore le niveau de perfection, si on peut dire, du Brésil, dont on croyait qu'ils avaient atteint le summum. Et ben non, ils vont encore plus loin. Donc avec le football total, surtout en Europe, parce qu'en Europe, à partir des années 60, le football s'est bunkérisé. On marquait de moins en moins de buts, c'était de plus en plus défensif, c'était le règne du catenaccio. Même si le catenaccio c'est plus complexe, hein, c'est pas non plus le bétonnage et le cassage. Hein, il y avait aussi l'Inter qui pratiquait le catenaccio, c'est quand même une équipe qui était quand même un peu portée vers l'avant. D'ailleurs, une inspiration française, le catenaccio. À la base, ouais, avec Elenio Herrera qui est passé au Stade Français, à Sedan aussi, il me semble. Donc voilà, donc il y a l'Ajax qui arrive et il y a une, comment dire, c'est en symbiose avec l'époque, c'est parce que le jeu est révolutionnaire, l'attitude est révolutionnaire, le look est révolutionnaire. C'est des joueurs qui ont les cheveux longs, qui sont très rock'n'roll, qui vont voir des concerts de rock ensemble. C'est une bande de potes en fait. C'est à la fois une bande de potes et à la fois un groupe de rock, à plusieurs, avec une icône qui est Johan Cruyff. Mais il n'y a pas que Cruyff, parce que quand on prend une photo de l'Ajax des années 70, ils se ressemblent tous. Hein. Alors la seule différence, c'est qu'il y a des blonds et il y a des bruns. Mais sinon, c'est à peu près la même tête, la même dégaine, décontractée, et souriante, sûre d'elle, et puis... voilà, puis donc qui est aussi porteuse de changements sociologiques, parce que c'est l'avènement de la jeunesse, avec le rock, on se distingue des générations d'avant, où c'était le travail, la famille, et comme ça jusqu'à la retraite en fait. Et là, il y a une nouvelle voie, on se dit, bah tiens, on va pouvoir rester jeune plus longtemps et s'éclater plus longtemps. Et tout ça, c'est personnifié par Ajax et par Cruyff. Alors justement, Cruyff, tu nous l'as dit, a apporté une couleur, Ouais. a apporté un style de jeu. Et là, je vais faire allusion directement à un article que tu as signé dans cet ouvrage collectif. C'est la naissance d'un monstre. Et finalement, on voit que Johan Cruyff a aussi apporté sa touche, hein, parce qu'on ne va pas lui attribuer totalement d'endosser le foot business sur lui, mais il a contribué quelque part à faire du joueur de foot, je ne veux pas dire une marchandise, mais presque quelque chose qui se monnaie. Oui, bien sûr. Ça a été l'un des premiers à la fin des années 60, mais en même temps que Beckenbauer. En fait, ils sont deux. Bon, Cruyff, c'était plus visible parce qu'il avait plus de photogénie, je dirais. Il était plus iconique. Mais ce qui a été commencé à la fin des années 60, avec Cruyff d'un côté et Cor Coster, son agent, et Beckenbauer. Qui était son beau-père d'ailleurs aussi, Cor Coster. Ouais, c'est ça. Donc ça s'est accéléré dans les années 70, c'est-à-dire que de plus en plus de joueurs ont eu des agents. Des agents, pourquoi ? Parce qu'ils monnayaient leur talent personnel. Donc c'était un niveau encore assez bas, mais quand même, c'était juste des contrats d'équipementier pour les chaussures. Donc voilà. D'ailleurs, ce travail avait déjà été initié en France avec Coppa, Fontaine, sûr, qui avait milité pour le Ouais. contrat-temps, pour la reconnaissance du joueur dans le milieu professionnel. Ouais, fin des années 60 aussi, c'est un combat qui a été gagné par les footballeurs. Donc, qui dit contrat à temps ? C'est-à-dire, parce qu'avant, un footballeur, il appartenait à son club pratiquement jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, le contrat à temps, c'est-à-dire qu'on pouvait en cours de carrière, changer de club. Avec l'accord des deux clubs, évidemment, et du Ça joueur. limitait l'emprise du club. Avant c'était quasiment impossible. Donc là, avec le contrat à temps qui s'est généralisé dans toute l'Europe, et ben forcément, il y a un marché des transferts qui s'est ouvert. C'est-à-dire qu'un footballeur des années 70, quand il prend sa retraite, il va être obligé de bosser jusqu'à la fin de ses jours. Aujourd'hui, c'est un peu le cas, mais quand on voit le niveau des salaires, par exemple en France,
Si le footballeur il a été intelligent et avisé, il a de quoi voir venir pendant quelques années, même si quand même il va devoir travailler. Et puis surtout, avec la télé, on en parlait tout à l'heure, développement du marché des droits télé. À l'époque, les compétitions, elles étaient détenues, les droits, elles étaient détenus par des sociétés qui négociaient avec les fédérations ou les confédérations à des tarifs pas énormes. Et à la fin des années 70, il y a un certain Silvio Berlusconi en Italie qui commence à mettre en place ce qu'on va appeler la Mediaset, c'est-à-dire Mediaset, la Fininvest, qui vont vraiment se développer dans les années 80, et qui lance le projet pour 1980-81, l'idée du Mundialito, c'est-à-dire une compétition totalement hors norme, qui rassemble tous ceux qui ont gagné la Coupe du Monde. Totalement privé, finalement. Totalement privé, ouais. Et donc avec un invité, les Pays-Bas, qui eux n'avaient pas gagné la Coupe du Monde. Mais bon, il fallait 8 équipes, il y a des équipes qui s'étaient désistées. Et tout ça, Berlusconi a compris avant tout le monde l'intérêt de s'attaquer au marché des droits télé. Donc, mais là, on reste dans les années 70, c'est-à-dire des tarifs encore... Il n'y a pas eu encore une explosion des droits télé, comparé aux années 80, où là, vraiment, la Mediaset de Berlusconi, ses chaînes de télé, Canal+ en France, et puis les opérateurs en Angleterre, ceci, cela, puis la FIFA avec des sociétés dont j'ai oublié le nom, une société allemande, qui, elle, va se charger de régenter les droits de la Coupe du Monde, quoi. J'aimerais que tu dresses le portrait des années 70 sous la forme d'un espèce de portrait chinois. Tu sais que moi j'aime bien les portraits chinois. J'aimerais que tu me dises si les années 70 étaient incarnées par une chanson. Par une chanson, forcément le punk. Le punk, pourquoi? Parce que, une fois de plus, les années 70... Alors une chanson, je vais la dire d'abord. Le punk, donc une chanson, les Sex Pistols avec Anarchy in the UK. C'est un de leurs hits, parce que voilà, c'était une époque. On traduit, c'est l'anarchie. Ouais, l'anarchie dans le Royaume-Uni, parce qu'évidemment c'est une royauté, hein, c'est le Royaume-Uni, donc avec la reine Elisabeth, donc c'était une chanson très très iconoclaste contre la royauté et tout, donc voilà quoi. Et en fait, c'était une sorte, il y a un petit côté révolutionnaire. Et parce que le football des années 70, quelque part, il était un peu anarchique et révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies qui se sont installées dans les années 70, mais déjà, elles avaient complètement bouleversé les hiérarchies des années 50-60. C'est-à-dire que les années 50-60, elles sont dominées par le football latin. Les clubs portugais, italiens, espagnols. Et là, après la fin des années 60, il y avait les clubs anglo-saxons, mais là, les années 70, il y a des hiérarchies qui s'établissent, mais qui durent, mais qui changent très vite. On part avec l'Ajax 3 ans, ensuite c'est le Bayern 3 ans, et après on part sur Liverpool et Nottingham Forest. Et en fait, c'est toujours un bouleversement des hiérarchies et tout, sans compter les clubs outsiders qui, à l'époque, terrorisaient l'Europe. Tu avais Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, c'est une équipe qui faisait peur, Mönchengladbach, Dynamo Kiev, Anderlecht, tous ces clubs-là, quoi. Ça changeait du... on s'est retrouvé avec une finale Nottingham Forest qui arrivait de D2 anglaise. Bon, déjà, ils ont foutu le bordel dans le foot anglais. Ils arrivaient de D2. L'année d'après, ils sont champions d'Angleterre, et l'année d'après, ils sont champions d'Europe. Mais c'est du jamais vu, tu vois. C'est d'ailleurs le seul club qui n'a jamais gagné son propre championnat et a gagné une Coupe d'Europe. Ouais, donc l'année où ils ont gagné la Coupe d'Europe, ils n'ont pas gagné le championnat. Mais l'Ajax, c'est pareil, ils débarquent de nulle part, on ne les connaissait pas. On savait que ça montait, mais les mecs, ils y arrivent, ils tabassent l'Europe du football, tu vois. Les années 70, c'est
peu une époque de contradiction finalement, parce que tu nous expliques que finalement on est en train de bouleverser les hiérarchies dans le football, Ouais. et dans le même temps le football se normalise, se structure aussi, parce qu'on voit beaucoup d'innovations dans le football à partir des années 70, hein, les Ouais. cartons rouges, les remplaçants, Ouais, ouais. donc on assiste à la fois à une structuration, une déstructuration du football, enfin en tout cas dans son état d'esprit. Anarchie de UK, ouais, c'est ça. En lisant ce livre, hein, en le feuilletant, tout le monde pourra constater que y a une chose qui ressort beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est les couleurs, mais c'est aussi les coupes de cheveux. Ouais, Hein, il y a des coupes de cheveux qui sont vraiment propres à cette époque. ouais. Elles sont assez différentes de celles qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Si tu devais définir la coupe de cheveux des années 70, ce serait laquelle? Bah, il y en a deux, parce qu'il y a le football mondial avec, je veux dire, le style black, le Brésil, hein, donc la coupe afro, forcément. Je pense à Jair Zino qui avait la coupe afro. Puis voilà, quoi, c'était vraiment le Brésil des années 70, c'est la coupe de 70. Puis même après, quand il arrive à Marseille et tout, donc vraiment, ça a été un peu imité, mais bon, lui, c'était vraiment emblématique. Et sinon, après, bon, t'as la coupe classique des années 70, blanche, enfin, européenne, je dirais, c'est Kevin Keegan. Keegan, il a tout eu, c'est-à-dire que la frange un peu des années 60 devant, coupée et tout, et derrière, les cheveux assez longs. Et alors, donc, il les a eu un peu raides, des fois, ils étaient très bouclés, mais vraiment, lui, il a tout eu, quoi. Et il a eu le bon goût de pas porter la moustache et la barbe. Donc ça c'était pas mal parce que bon sinon c'est très 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 barbu aussi aux flaquettes et tout. Donc mais voilà, je dirais quand même Kian. Si c'était un film, les années 70, Un film qui marque donc un film Bigger Than Life parce que le football des années 70 c'était Bigger Than Life. Apocalypse Now. côté scène de guerre ou pour le côté vraiment grandiose des scènes? Non, le côté grandiose. Côté Côté grandiose. grandiose parce que il y avait quand même une flopée. Parce que Apocalypse Now, c'est Marlon Brando. Hein, c'est l'un des derniers vestiges, un des derniers grands du cinéma mondial des années 50-60. Hein, c'est Marlon Brando quand même, même s'il a pas un grand rôle et tout. Non, parce qu'il y avait des caractères. Tu avais Best, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Blokhin, grosse personnalité, immense joueur et tout. Et puis le côté Apocalypse Now, c'est aussi le Vietnam, c'est la jungle, c'est le ciel, c'est bon, Encore une fois, il y a un côté politique aussi, hein, les années 70, c'est aussi le Vietnam, hein, les années 70, donc il y a des joueurs qui prennent position, des entraîneurs qui prennent position par rapport au Vietnam, hein, c'est l'époque politisée, tu vois. Et Apocalypse Now, c'est ça, c'est bigger than life, c'est mondial, t'as des soubresauts, ça sent la poudre aussi, parce que t'as aussi, malheureusement, t'as aussi le côté hooligan qui explose dans les années 70. Ça existait un peu avant, mais là, dans les années 70, ça prend une proportion. Tout ce qui s'est passé dans les années 70, en fait, ça annonçait le Hazel. Quand les supporters de Leeds ils viennent en finale de Ligue des Champions au Parc des Princes en 75, ils cassent tout. C'est-à-dire dans le stade et autour du stade. Donc voilà, Apocalypse Now, c'est un peu ça aussi, tu vois, c'est un peu le chaos. Alors justement, pour terminer, Ouais. si les années 70 étaient incarnées par un club, lequel définirait mieux l'état d'esprit de cette époque? Nottingham Forest. Enfin, pour moi, il y en a deux. Bon, Ajax, bon, évidemment, mais là, j'ai parlé de Cruyff, je vais éviter de me répéter. Deux clubs, pour moi, c'est vraiment le club, pour moi, c'est Nottingham Forest. Parce que c'est le club qui est sorti de nulle part, qui est un des de D2 anglaise, qui est managé par Brian Clough. Et Brian Clough, c'est l'entraîneur à l'anglaise, c'est-à-dire magouilleur. De gauche, un socialiste quand même, c'est étonnant, dans un monde quand même assez de droite. Alcoolique
alcoolique au dernier degré, le mec qui fait boire ses joueurs et tout pour les décontracter avant une finale de Coupe d'Europe. T'y penses même pas aujourd'hui, tu vois. Mais c'est authentique, hein. C'était quoi, la première ou la deuxième finale, je sais pas. Il les a fait boire la veille à l'hôtel, quoi. Bon, ça n'a pas été l'énorme biture, tu vois, mais... Et le jeu qu'il faisait pratiquer à ses joueurs, puis c'est un mec qui a du pif, tu vois, c'est... le mec qui se trompait jamais sur les recrutements. Ouais, parce qu'il avait son acolyte, je dirais même son alcoolite, j'ai oublié son nom, parce qu'ils étaient deux, tu vois, mais pareil, quoi, je veux dire, c'est les mecs qui faisaient la compo d'équipe au whisky, tu vois, je veux dire, dans les chambres d'hôtel minables, avant d'aller parier, tu vois, sur les lévriers, sur les chevaux, sur les courses, comment ça s'appelle, de piquer du cash sur un transfert, mais voilà. C'était très football finalement. Hein, c'était très football. Et là, vraiment la quintessence du football anglais. Et c'était super parce que c'est, comment dire, surtout par rapport au football anglais aujourd'hui qui a complètement perdu son identité, pour moi, c'est un football qui associe à la fois le kick and rush, traditionnel anglais, et puis le football un peu continental, c'est-à-dire on joue à terre avec des joueurs qui étaient bons techniciens et tout. Puis t'as aussi ça annonce l'avenir avec, il y avait un black qui était connu, un noir, on dit un noir, moi je dis un black, bon, bref. Vivian Anderson, c'était un défenseur qui va jouer en équipe d'Angleterre, c'était le premier noir à jouer en équipe d'Angleterre. Donc tu avais un peu tout ça, quoi. Tu avais des mecs talentueux comme Robertson, Gary Birtle, Vivian Anderson, puis tu avais aussi leur gardien, là, comment il s'appelle, le frisé Le frisé anglais. Ouais, frisé le anglais. gars. Très connu, non? Ouais. Peter Shilton. Peter Shilton, ouais. En plus, il y a tout, hein. Il y a aussi pas mal d'articles de fond, il y a des interviews, des enquêtes, il y a de quoi lire, hein. C'est pas simplement le beau livre avec des belles photos et tout. Il se regarde, il se lit. Voilà, il se regarde, il se lit, on apprend des choses, et puis voilà, on se replonge dans les années 70, et voilà, on fait un peu récapitulatif, hein, c'est un peu culturel, c'est-à-dire les grands films, les grands livres, les grands albums, les grands événements et tout. Voilà, c'est... Okay. Je recommande à tout le monde, et à commencer par les élèves de Sciences Po. Voilà, bah, les élèves de Sciences Po et les autres. Et les autres. Allez courir, acheter SoFoot, le livre des années 70, Football Total, Napalm et Poteau Carré, écrit entre autres par Chérif Guémour, notre invité aujourd'hui de Biofoot. Merci à toi. Merci Farid. Ciao, ciao.